ils m'ont pas prévenu. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée du Forum Plasturgie Composite. Hier, comme vous le savez, on a pu parler plutôt décarbonation, on a parlé également recyclage. Aujourd'hui, on va avoir une table ronde qui va être un tout petit peu plus économique pour se traiter un sujet qui nous concerne tous, qui ne concerne d'ailleurs pas que la plasturgie ou pas que l'industrie, qui est le sujet du marché du travail et de la valeur travail. Donc je vous propose de lancer tout de suite cette conférence, crise du marché du travail ou crise de la valeur travail. Et donc avant de rentrer dans la table ronde à proprement parler, on va d'abord faire un petit point de conjoncture un peu général sur le marché du travail pour comprendre un petit peu où on en est, quelles sont les raisons des tensions qui existent sur le marché. Et pour ce faire, j'appelle Eric Ayer, économiste et directeur du département Analyse et Prévision de l'OFCE. Bonjour Eric. Bonjour. C'est à vous. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, pendant 20 minutes, je vais essayer de planter le décor de cette table ronde. Alors bon, en faisant tous les économistes arrivent avec leurs slides, sinon ils se sentent un peu tout nus, mais il faut que ça marche. Donc effectivement, dans un premier temps, avant de parler vraiment du marché du travail, on va essayer de comprendre le contexte économique aujourd'hui. Est-ce que le marché du travail est tiré par un contexte favorable ou pas ? Bon, allez, premier graphique pour planter le décor. Vous voyez, c'est l'activité aujourd'hui, 3 ans et demi après le début de la crise. Vous voyez, c'est le fameux PIB. Aujourd'hui, la France, c'est le trait bleu. Aujourd'hui, donc 3 ans et demi après le début de la crise économique, donc on a les chiffres que du deuxième trimestre 2023, l'activité est 1,7% au-dessus du niveau d'avant-crise. 1,7%, est-ce que c'est bien, pas bien? Quand on se compare aux autres pays, vous voyez, il y a en fait 2 groupes de pays. Il y a beaucoup de pays développés qui sont à peu près à notre niveau. L'Espagne, l'Italie, vous voyez, aux alentours de 2. Il y a des pays qui sont nettement en dessous de nous, et curieusement, on retrouve l'Allemagne. Vous voyez, l'Allemagne est à peine à 0,2 au-dessus du niveau d'avant-crise. Et puis un grand pays, les États-Unis, qui fait beaucoup mieux. Donc, allez, en termes d'activité, on a passé la crise, allez, on va dire, à peu près comme la moyenne des grands pays développés, ni mieux ni mal. D'accord. Ensuite, comment on peut relativiser ce chiffre-là? D'abord, il faut rappeler que normalement, on fait 1,2 chaque année. Donc là, on a fait 1,7 en 3 ans et demi. C'est pas terrible. Normalement, vous voyez, 1,2 chaque année, on devrait être aux alentours de 4% au-dessus du niveau d'avant-crise. Donc vous voyez, 1,7, certains appellent ça de la récession cachée. C'est-à-dire qu'on n'est pas en récession, on produit plus aujourd'hui qu'avant la crise, mais normalement, s'il n'y avait pas eu cette crise, on devrait être 2,5 points au-dessus. Donc il y a bien quelqu'un qui a dû payer cette récession cachée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui doit relativiser ce chiffre macro, c'est le sectoriel. Vous voyez, 1,7. Alors là, maintenant, on parle que du marchand, donc on est à 1,9%. Vous voyez, bon, c'est vraiment une moyenne. Et vous avez des secteurs qui sont encore très en dessous, en récession, et puis des secteurs qui se portent très bien. Donc les secteurs qui sont très en dessous, vous voyez, vous avez l'industrie au sens large, qui est encore 4% en dessous du niveau d'avant-crise. Donc vous voyez, dire qu'on n'a pas de récession, ça dépend d'où on parle. La construction est 7% en dessous de son niveau d'avant-crise. L'énergie, bon, c'est un peu particulier avec la crise qu'on a pu connaître. Et d'un autre côté, vous avez les services qui sont nettement au-dessus, à plus de 4%. Et quand je rentre dans le détail, vous voyez, vous avez des secteurs qui sont même à moins 20%. Vous voyez, les matériels de transport sont extrêmement dégradés. Donc,
attention, il y a la macro et les secteurs, et une hétérogénéité aujourd'hui sectorielle qui a jamais été connue. Donc vous voyez, quand on reproche au gouvernement de ne pas faire des mesures ciblées pour les ménages, vous voyez, en termes de chèque énergétique, on pourrait aussi potentiellement se dire qu'on pourrait faire des mesures ciblées sur certains secteurs, parce que certaines entreprises ne sont pas portées de la même manière selon le secteur auquel elles figurent. Alors, si maintenant on entre un tout petit peu dans la projection, vous voyez, bon, on adore regarder ce que pensent les chefs d'entreprise aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on appelle le climat de confiance. Mais vous voyez, ce climat de confiance, que ce soit dans les services, l'industrie ou la construction, c'est relativement bien maintenu. Vous voyez, pendant cette période-là, on s'est dit que ça va être la catastrophe avec la crise sanitaire, la guerre, toutes les incertitudes qu'il y a eu depuis 3 ans et demi. Ben, finalement, le climat de confiance est tout de même resté positif. Et là, c'est uniquement depuis cet été que la détérioration est assez significative. On a l'impression qu'on vit un petit moment de rupture où là, le climat de confiance se dégrade énormément, et on y reviendra après sans doute à la table ronde, notamment sur les perspectives d'emploi qui étaient très élevées et qui commencent un peu à se dégrader. Alors, comment on pouvait quand même expliquer que les chefs d'entreprise gardaient le moral un peu partout en Europe? Parce que les carnets de commandes étaient pleins à craquer. Quand vous voyez les carnets de commandes aujourd'hui, vous voyez, ça représente 5 à 6 mois, alors des fois même 8 mois en Italie de production à venir, alors que dans les années précédentes, c'était plutôt 2 à 3 mois. Donc il y a effectivement des carnets de commandes qui étaient pleins à craquer, donc aucun problème pour vendre, il y avait un problème pour produire. Et donc ce que nous indiquaient les chefs d'entreprise dans ces enquêtes, c'est qu'il y avait 2 gros freins, c'était problème d'approvisionnement, difficulté de recrutement. Donc pas de problème de demande, uniquement 2 gros problèmes d'offres. C'était ça le problème. Alors où en sommes-nous sur ces 2 problèmes d'offres? D'abord, problème d'approvisionnement. Allez, je passe très vite, mais globalement, on revient peu ou prou à la normale. Ça, c'est indicateur monde. Quand je regarde l'indicateur France, ben, vous voyez que les entreprises, allez, aujourd'hui, indiquent qu'elles ont quelques difficultés d'approvisionnement, mais ce n'est absolument plus le premier frein. Ça, l'approvisionnement revient peu ou prou à la normale. Restent les difficultés de recrutement qui restent à des niveaux élevés, même si ça baisse sur les derniers points, ça reste quand même à des niveaux historiquement élevés. Mais allez, je reviendrai là-dessus en fin d'intervention. Donc, aujourd'hui, la crise est en train un tout petit peu de changer. Pourquoi? Parce que le frein principal, qui était le problème d'approvisionnement, est en train de s'estomper et le moral des ménages est en train de s'écrouler. Donc, vous voyez, les entreprises gardent peu ou prou le moral, même si ça se dégrade, mais les entreprises n'ont plus du tout. Et donc ça se traduit par quoi? Les ménages qui n'ont plus du tout le moral, par beaucoup moins de consommation, et peut-être que la crise est en train de changer de nature et qu'on va passer d'une crise de l'offre à petit une crise de la demande. Alors pourquoi les ménages n'ont pas le moral? Parce que les salaires réels, c'est-à-dire les salaires moins l'inflation, sont devenus négatifs. Vous voyez, c'est le jaune. C'est très rare. Normalement, le salaire réel progresse comme la productivité, vous voyez. Et donc, on a dans son salaire non seulement la hausse de l'inflation, plus un peu de gain de productivité. Là, vous voyez, depuis 2021, les salaires réels sont négatifs. Si on prend le salaire mensuel de base, il y a quasiment une perte, vous voyez, sur ces années-là, de quasiment 4 points, 3,8 exactement. C'est peut-être ça aussi qui met à mal le moral des ménages et possiblement la consommation. Alors, vous voyez, les contraintes changent. On était sur des problèmes d'offres. Petit à petit, aujourd'hui, la principale contrainte, c'est le bleu, c'est la demande. Donc, vous voyez, petit à petit, on est en train de changer de nature de crise. Petit point positif tout de même sur la consommation, c'est qu'il y a une surépargne qui s'est accumulée un peu partout dans les pays développés, et donc cette surépargne, vous voyez, qui s'évalue à plus de 210 milliards en France, elle ira bien à un moment donné quelque part. Soit ça retournera dans la consommation, soit ça ira dans l'investissement de nos entreprises, soit dans l'achat de la dette publique, si on achète de l'assurance vie. Donc, vous voyez, ces éléments-là, aujourd'hui, les ménages épargnent plutôt que consomment, ont une surépargne gigantesque. Il va bien se passer des choses dans les trimestres à venir. Nous, on anticipe ça plutôt en 2025. Donc, si maintenant on en vient sur le marché du travail en tant que tel, donc reprenons les difficultés de recrutement. Comment on peut expliquer qu'avec 1,7 de croissance depuis 3 ans et demi, on est autant recruté et qu'on ait autant de difficultés de recrutement? Vous voyez, 1,7, normalement, ce n'est pas énorme comme croissance économique, je l'ai dit. Normalement, on aurait pu, avec les salariés en place, les produire. Or, en fait, ça n'a pas été le cas. Et donc, c'est la petite énigme qu'on va essayer de regarder en l'espace des 10 minutes qui me restent. Alors,
Une première façon quand même de relativiser les difficultés de recrutement, c'est de regarder ce qui se passe dans les autres pays. Bon, on voit que les difficultés de recrutement ont augmenté dans tous les pays développés. Oui, ce n'est pas une spécificité française, donc déjà il faut écarter un élément qui est seul en France, on connaîtrait des difficultés de recrutement. Donc vous voyez, si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Allemagne, les difficultés de recrutement sont gigantesques. Et même en Espagne, en Italie, ces pays-là connaissent des difficultés de recrutement. Donc là, on voit bien un lien avec le taux de chômage extrêmement faible dans les deux premiers pays précités, États-Unis, Allemagne, des difficultés très élevées, et puis des taux de chômage plus élevés qu'en France, en Espagne, en Italie, des difficultés de recrutement moins élevées. Donc il y a bien un lien avec le chômage, certes, mais ce n'est pas que le seul lien, parce que quel que soit le niveau de taux de chômage, les difficultés augmentent. Donc puisque c'est mondial, on a une première théorie qui est sortie, qui est celle qu'on appelle la grande démission. Il y aurait une grande démission avec la crise sanitaire. Les salariés, ou en tout cas les citoyens, ne veulent plus travailler et sortent de la population active. Pour faire quoi? On pourra essayer de se questionner tout à l'heure au cours de la table ronde. Alors, est-ce que c'est le cas partout? Vous voyez, c'est ce graphique qui représente les taux d'activité. Enfin, est-ce qu'on a bien dans les pays cette grande démission? Donc ça veut dire que la grande démission, il faudrait qu'on soit en dessous du trait noir. Eh bien oui, on la retrouve effectivement, cette grande démission, c'est-à-dire des personnes qui sont sorties complètement du marché du travail, c'est-à-dire emploi plus chômage, on est sorti de la population active. Eh bien on l'observe effectivement où? Eh bien, dans les pays anglo-saxons et en Italie. États-Unis, Royaume-Uni et effectivement Italie. États-Unis, Royaume-Uni, Italie, aujourd'hui, leur taux d'activité n'est toujours pas revenu au niveau d'avant-crise. C'est-à-dire que des personnes sont sorties du marché du travail complètement et ne sont toujours pas revenus. Est-ce que c'est le cas en France? Non. Aujourd'hui, les taux d'activité n'ont jamais été aussi élevés. Il y a bien eu la petite perte pendant la crise sanitaire, mais là, aujourd'hui, on est très nettement au-dessus même. On a beaucoup plus. Le taux d'emploi sont extrêmement élevés. Donc, c'est difficile de faire appel à cette théorie de grande démission pour expliquer le mystère français. D'accord? Donc, évacuons ce problème-là. On pourra revenir pour les autres pays si vous le souhaitez, mais pas pour la France. Alors, reste quand même un gros mystère. Donc, le mystère, j'essaie de vous le dire en 2-3 chiffres. Alors, regardons que le total du marché non agricole. C'est encore un autre chiffre, je suis désolé. Donc là, ça fait, on a 2% d'activité de plus qu'avant crise. Donc, normalement, compte tenu des gains de productivité que l'on connaissait avant la crise, c'est-à-dire 0,9, on aurait dû, aujourd'hui, détruire 183 000 emplois. C'est-à-dire que les entreprises, pour produire 2% de plus, avec les gains de productivité, auraient dû détruire des emplois. Ce que nous dit aujourd'hui l'INSEE et la DARES, c'est qu'on n'a pas détruit 183 000 emplois, mais on en a créé plus de 1 million. 1 126 000 exactement. Donc vous voyez, le mystère aujourd'hui, c'est 1 300 000 emplois quelque part de trop par rapport à notre modèle que l'on avait en tête, compte tenu des gains de productivité et du peu de croissance. L'autre façon de poser le problème, c'est que vous voyez, on a 2% d'activité, d'accord, et pour produire 2% de plus, il nous faut quasiment 6,5% d'emplois en plus. Oui, donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc là, la première théorie, c'est simple, c'est des pertes de gains de productivité. Aujourd'hui, le salarié de 2023 serait moins productif que le salarié de 2019. Et vous voyez de combien? 6,5 moins 2, 4,5. Donc il y aurait 4,5 de perte de productivité du travail. Alors, voyez, alors après, on peut évoquer, sans doute, ça sera la table ronde, pourquoi le salarié serait moins productif aujourd'hui qu'avant la crise. Et vous voyez, si tel devait être le cas, un économiste devrait venir et dire il faut que le salaire réel, d'accord, perde 4,5%. D'accord. Et donc, vous voyez, s'il y a 6% d'inflation, il faut que les salaires n'augmentent que de 1,5%. Vous voyez, pour effectivement combler cette perte de productivité. Bon, là, ça va être difficile à faire passer aux salariés, mais vous voyez, pour que le partage de la valeur ajoutée soit commun, ça serait cela. Donc, est-on vraiment sûr? Et ça, c'est là où l'inflation, avec cette illusion nominale, peut nous aider. Vous voyez, s'il y avait eu 0 d'inflation, demander moins 4,5 de salaire, c'est faire baisser les salaires, c'est d'abord quasiment impossible et très difficile à faire passer. Là, une augmentation de 1,5, pourquoi pas? Bon. Mais est-on sûr de cela? Alors, il y a quand même quelques pistes qui permettraient de nuancer cette perte de productivité, et c'est ce que je vous propose de regarder ensemble. Il y en a 4, en fait. Donc, la première, en haut pour vous, sur votre gauche, c'est sur la durée du travail. La durée du travail n'est pas complètement revenue à la durée du travail d'avant-crise. Alors ça, comment on peut l'expliquer? En grande partie, nous dit l'INSEE, par les arrêts maladie. C'est-à-dire que, vous voyez, avant la crise, on avait
un niveau d'arrêt maladie. Et puis pendant la crise sanitaire, ce niveau a explosé, c'est normal, avec le Covid, et donc on se mettait en arrêt maladie, et on pensait qu'une fois vaccinés, les salariés reviendraient normalement, et ces arrêts maladie reviendraient au niveau d'avant-crise. Ce n'est pas le cas. C'est resté extrêmement élevé. Alors là, c'est plus parce qu'on a la Covid, mais c'est plutôt le burn-out ou un certain nombre d'arrêts maladie un peu plus longs. Alors, c'est là peut-être qu'on peut revenir sur la grande démission. Peut-être la grande démission à la française, ça serait cela. Ça serait, en gros, globalement, je reste sur le marché du travail, je reste même dans mon entreprise, mais je me mets en arrêt maladie. Vous voyez, dans d'autres pays, ils le quittent. Chez nous, peut-être, encore une fois, c'est une question, ça serait peut-être là une façon de mesurer le mal-être au travail et la grande démission avec ces arrêts maladie qui restent à des niveaux très élevés. Donc, première explication, en fait, c'est la durée du travail. Donc, ce n'est pas le salarié en place qui est moins productif, mais puisqu'il y a beaucoup d'arrêts de travail, cette personne reste dans les effectifs, d'accord, et l'employeur est obligé d'embaucher en plus pour combler les arrêts de travail. Deuxième élément qui permettrait d'expliquer le surcroît d'emploi, c'est le coût réel du travail. Alors, vous voyez, le coût réel du travail, c'est quoi? C'est les rémunérations, mais déflatées des prix de production. Vous voyez, normalement, ça a grimpé de quasiment 0,9 par an. Là, aujourd'hui, on n'est toujours pas revenu au niveau d'avant-crise et on s'éloigne de la tendance. C'est-à-dire que aujourd'hui, le travail coûte moins cher en coût réel, vous voyez, quand on déflate des prix ensuite de production. Et ça rend le travail un peu moins cher. Peut-être que les chefs d'entreprise, du coup, embauchent un peu plus parce que le coût réel, si on croit ce lien entre coût du travail et emploi, globalement, ça fait des emplois supplémentaires. Je reviendrai ensuite sur, on a chiffré l'intégralité de ces éléments. Troisième élément d'explication, l'apprentissage. Vous voyez, globalement, avant la crise, on avait aux alentours de 350 000 apprentis. On est passé, vous voyez, c'est la courbe en bas, à 900 000. Une très forte augmentation de l'apprentissage. Un apprenti, c'est considéré comme un salarié, comme un autre, et donc là, il est aussi possible, avec une productivité sans doute plus faible et avec un coût du travail extrêmement faible. Vous voyez, il y a eu à la fois une réforme de l'apprentissage, mais surtout une prime de 8 000 € la première année pour chaque apprenti, et qui aujourd'hui est à 6 000 €, mais il y a une subvention publique à l'apprentissage. Ça, il est possible que les chefs d'entreprise aient embauché massivement des salariés un peu moins productifs. Et donc, vous voyez, ce n'est pas le salarié qui était en place avant la crise qui est moins productif, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de salariés un peu moins productifs. C'est normal, ce sont des apprentis. Ça, il ne faut pas le faire payer pour tout le monde. Il va falloir aussi que ça soit un coût collectif. Pour l'instant, c'est les finances publiques qui l'absorbent en grande partie. Dernier élément, j'ai mis défaillance, mais c'est parce que c'est ce qui illustre mon propos, mais globalement, il y a eu tellement d'aides pendant cette crise sanitaire plus cette crise énergétique qu'il y a eu ce qu'on appelle un peu une zombification de l'économie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a sauvé énormément d'entreprises, y compris des entreprises qui auraient dû faire faillite. Vous voyez, normalement, chaque année, vous avez à peu près 53 000 faillites. Vous voyez, pendant une crise, on monte généralement à 65 000 faillites. Là, pendant cette crise, on est descendu, vous voyez, à peu près 30 000 en moyenne de faillites. Ça, on a sauvegardé des entreprises et donc de l'emploi qui était au sein de ces entreprises. D'accord? Et c'est toutes ces aides, à la fois liées aux faillites, mais pas que. C'est-à-dire que vous voyez, quand vous faites des PGE, et que les PGE ont été donnés à tout le monde, non seulement vous sauvez des entreprises qui auraient dû faire faillite, mais vous donnez aussi la liquidité à des entreprises qui n'en avaient pas besoin. Ce supplément de trésorerie, peut-être, qu'elles l'ont utilisé aussi pour embaucher. Donc ça a pu enrichir la croissance en emploi. Ça aussi, c'est des éléments qu'on va essayer de quantifier pour savoir est-ce que c'est ça qui explique qu'on a créé autant d'emplois. Alors le résultat, d'accord, c'est celui-ci. Je commente le total et après on regardera dans les secteurs. Vous voyez, on cherchait 1 300 000 emplois. Il y a 1 300 000 emplois de trop. Comment on peut l'expliquer? Vous voyez, le coût du travail, ça explique 130 000. Le fait que le coût du travail en réel ait été plus bas, ça a enrichi la croissance en emploi de 130 000. Ensuite, la durée du travail, ça explique à peu près 160 000 emplois de plus. Donc c'est ça, ce qu'on a appelé la grande démission à la française. L'apprentissage, l'effet emploi de l'apprentissage, c'est à peu près 250 000 emplois. Et toutes les aides publiques au cours de la crise, ça explique à peu près 300 000 emplois. Donc avec ces 4 éléments-là, j'explique à peu près 70%
de mon énigme. Donc, je n'ai pas tout expliqué, d'accord? Il me reste 480 000 emplois de trop que j'ai du mal à expliquer, et c'est marrant, c'est à peu près ce que l'on retrouve dans les autres pays, d'accord? Parce que ce phénomène-là, on le retrouve dans tous les pays développés. Il y a un enrichissement très fort, mais pas aussi fort qu'en France. Quand j'enlève ces éléments, eh ben, je me retrouve dans la moyenne française. Ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde les services, ben, avec ces 4 éléments, j'explique tout. Je n'ai pas de perte de productivité, voyez, en dehors de ces éléments-là. C'est-à-dire que si je pense que ces éléments-là sont conjoncturels, c'est-à-dire que les PGE, vous voyez, ben, ça a été donné, mais il faut être remboursé, et on est dans cette phase de remboursement, et donc tous les emplois que j'ai sauvegardés, ben, petit à petit, je vais les détruire. D'accord? Donc ça, la productivité va s'accélérer du coup dans les trimestres à venir. Si je considère que l'apprentissage, petit à petit, on va baisser les aides, on passe de 8 000 à 6 000, et puis bah, peut-être que c'est fini, le fait que l'apprentissage continue à progresser, peut-être qu'on a atteint un sommet, voire même une légère diminution dans les trimestres à venir, et donc une productivité qui va revenir à sa normale. Sur la durée du travail, vous voyez, si vous commencez à jouer sur les jours de carence et lutter contre ces absences, bah, ça aussi, petit à petit, la durée du travail va revenir, perte de productivité, et le coût réel du travail, bon, ça c'est une autre histoire, c'est une sorte de négociation au sein des entreprises, mais vous voyez que petit à petit, il est possible que ces éléments-là se lèvent et que les gains de productivité reviennent à ce qu'ils étaient avant la crise. Donc dans les services, allez, on va dire pour l'instant, pas de perte de productivité qui soit non expliquée. En revanche, on n'explique pas grand-chose avec ces 4 éléments dans l'industrie, d'accord, et dans la construction. Et ça, c'est un peu plus gênant. C'est-à-dire qu'il faut faire appel, bon, ça sera peut-être ça aussi l'objet de la table ronde, à d'autres éléments qu'on n'a pas réussi à quantifier. Et parmi les éléments qu'on n'arrive pas à quantifier, il y a certains éléments de rétention de main-d'œuvre dans des grands secteurs industriels. On pense aux matériaux de transport, on pense aussi à l'énergie. Vous voyez, l'activité n'est pas revenue à son niveau d'avant-crise, même on est à moins 4, moins 7%, d'accord. Et pour autant, maintenant, la main-d'œuvre, c'est quelque chose de rare. Et donc, dans ces secteurs-là, les chefs d'entreprise préfèrent garder leur main-d'œuvre parce que l'activité risque de repartir et sans cette main-d'œuvre-là, ce serait bien un mal d'y répondre. Et donc, il y a une rétention assez forte de cette main-d'œuvre, mais qui coûte cher en termes de marge. Et donc, ils ne pourront pas durer de façon trop longue. Donc, attention, et c'est là où la conjoncture revient. Vous voyez, dans un contexte de conjoncture, si la conjoncture est porteur, comme le pense le gouvernement dans son projet de loi de finances, à 1,4, bon, alors là, on peut se dire qu'il y aura des gains de productivité, c'est-à-dire que les entreprises embaucheront moins, mais vont utiliser cette croissance et la rétention de main-d'œuvre pour répondre à cette croissance, d'accord. Mais s'il devait y avoir un retournement conjoncturel, ce qui est plutôt dans les tuyaux chez nous à l'OFCE, alors attention, avec beaucoup moins de croissance économique, les chefs d'entreprise ne pourront pas garder cette main-d'œuvre et cette rétention trop longtemps, et donc des premiers plans de licenciement pourraient voir le jour, et auquel cas le taux de chômage qui était en train de baisser se retournerait, les difficultés de recrutement seraient un peu moins compliquées, donc il y a toujours une bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, d'accord, parce que beaucoup plus de salariés rechercheraient un emploi, mais attention à ce retournement de conjoncture. Bon, je passe sur les secteurs, mais je préfère garder les 3 minutes qui me restent, d'accord, pour vous parler de la deuxième problématique sur la valeur travail. Et c'est très curieux. Moi, je pense pour ma part qu'il y a vraiment une crise de la valeur travail en France, mais elle n'est pas forcément celle que l'on pense. D'accord ? C'est-à-dire que, et là, on doit s'appuyer sur les enquêtes européennes, vous voyez, qui sont menées. Alors, il y a quelques enquêtes aussi mondiales, on pourrait en dire un mot, mais elles se font avec une fréquence qui est beaucoup moins régulière. Vous voyez, quand on questionne les Français sur « dans votre vie, le travail est-il important ?» Tout ce type de questions sur la valeur travail. Ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est que la France est quasiment tout à votre donc tout à ma gauche, donc à votre droite, d'accord, c'est le trait rouge. C'est-à-dire qu'on est très nettement au-dessus de l'Allemagne, au-dessus des Pays-Bas, au-dessus des pays scandinaves. La valeur travail est extrêmement importante. D'accord ? Et les citoyens y répondent. Vous voyez, quand c'est bleu, c'est qu'ils considèrent que c'est important. D'accord ? Donc, pour un Français, la valeur travail est extrêmement importante. C'est ça qu'on inculque à nos enfants. C'est aussi cela qu'on essaie de s'imposer au cours de notre vie. En revanche, quand on leur pose la question, mais
j'avais oublié que j'avais mis ce graphique, quel que soit finalement votre statut. Alors ce qui est un peu curieux, c'est que moins je travaille, plus je trouve que la valeur travail est importante. D'accord ? Mais globalement, quel que soit le statut, je suis au-dessus des grands pays. La valeur travail reste là, y compris après les 35 heures. Il y a vraiment une valeur travail qui est bien imprégnée. En revanche, à la question, est-ce que... je croyais avoir mis le rouge. Ah ben non, il n'y a pas le rouge. Donc, mais c'est facile, la France est la dernière, d'accord ? À la question, est-ce que le travail prend trop de place ? Est-ce que tu t'épanouis au travail ? Alors là, c'est la catastrophe. Je suis le dernier de la classe. D'accord ? Donc il y a vraiment une idée, la valeur travail est extrêmement importante. Je sais qu'il faut que je travaille et que j'inculque ça à mes enfants. En revanche, d'accord, je ne m'épanouis pas au travail et je trouve que le travail prend beaucoup trop d'importance dans ma vie. Et donc si tu me laisses une petite possibilité de m'enfuir de ce marché du travail, ben, je vais le prendre. Une pré-retraite, un accord, je prends cette disposition. Donc vous voyez, la valeur travail n'est sans doute pas exactement celle que l'on pense, d'accord ? Elle est plutôt dans, alors là, après, ça c'est la statistique, c'est le décor. Ensuite, après, les économistes s'en emparent et c'est là où le problème arrive, c'est-à-dire qu'on peut faire toutes les théories derrière ces statistiques. Mais vous voyez, celle qui prédomine souvent dans le milieu académique, qui est portée par un économiste assez célèbre qui s'appelle Thomas Philippon, qui est de dire, en gros, globalement, c'est un problème de management, d'accord ? Et c'est les managers français qui sont trop durs, ne donnent pas assez d'autonomie à leurs salariés, le salarié manque de reconnaissance, il y a une dureté au travail qui fait que globalement, je veux bien travailler, mais pas dans ces conditions-là, et c'est en France où on aurait les pires conditions pour travailler. Je vous remercie, et à tout de suite pour la table ronde. Merci beaucoup Eric. Je vous propose de venir me rejoindre ici, et j'appelle donc les intervenants à la table ronde à venir me rejoindre sur scène. Ouais, vous êtes placés en fait. Alors Paul, vous êtes ici. Bertrand, alors attendez, vous êtes ici Richard. Vincent, vous êtes ici. Et donc Bertrand, vous êtes au milieu. Merci à tous d'être présents pour cette table ronde. Eric, on ne vous a pas présenté formellement, donc je vais le faire. Vous êtes docteur en sciences économiques, enseignant à Sciences Po Paris et à l'Université de la Méditerranée. Vous êtes également directeur adjoint du département Analyse et Prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Et vous êtes auteur de nombreuses publications dans le domaine des prévisions, du marché du travail et de la modélisation. Vous dirigez notamment chaque année avec l'OFCE l'économie française de cette année aux éditions La Découverte. Paul Bazin, vous êtes directeur général adjoint de Pôle emploi en charge de l'offre de services. Pôle emploi, c'est l'opérateur public de référence du marché de l'emploi, je pense que tout le monde le connaît. L'établissement s'engage à garantir l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Vous appuyez sur près de 900 agences de proximité et relais et il est prévu au 1er janvier 2023 que Pôle emploi devienne France Travail. 2024, pardon, effectivement, parce que 2023, c'est passé. Bertrand Martineau, vous êtes expert associé apprentissage, emploi, formation à l'Institut Montaigne. Donc, vous êtes économiste, l'un des spécialistes français sur la question du chômage, des politiques de l'emploi et du dialogue social. Vous avez été conseiller social à la présidence de la République de 2007 à 2008, délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle de 2008 à 2012, et puis directeur général adjoint de la région Île-de-France en charge du développement économique, de l'emploi et de la formation jusqu'en 2019. Et vous êtes actuellement directeur du conseil en formation et développement des compétences chez CSI Saint-Honoré. Richard Marchand, vous êtes directeur général d'Atlantem. Donc Atlantem Industrie, c'est la branche du groupe Erige, qui est un groupe familial. Vous concevez, fabriquez et commercialisez une gamme de menuiseries et de fermetures, notamment en PVC. Atlantem, c'est 14 sites de production, 1250 collaborateurs. Et puis Vincent de Corbier, directeur des ressources humaines du groupe Plastivaloir. Le groupe Plastivaloir est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation, et plus particulièrement pour les secteurs de l'automobile et de l'industrie. Plastivaloir, c'est 6000 collaborateurs, 31 sites industriels, et vous êtes présent un peu partout en Europe, avec également des implantations en Tunisie, aux États-Unis et au Mexique. Voilà, bon, je pense qu'on a effectivement une table ronde assez complète avec à la fois des gens qui vont pouvoir nous parler du contexte, de la macro, et puis des gens aussi sur le terrain qui vont pouvoir un peu concrétiser tout ça. Je voudrais peut-être commencer par une réaction à la présentation d'Eric Heyer.
Paul Bazin, par exemple, ou Bertrand Martineau. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation? Et puis, qu'est-ce qu'elle vous évoque? Comment est-ce que vous avez envie d'y réagir? Alors moi je l'ai trouvée passionnante, et c'est pas simplement parce que l'auteur est à ma droite, mais je l'ai trouvée aussi un peu inquiétante dans la position qui est la mienne à Pôle emploi, puisque l'un des éléments sur lesquels l'avenir est incertain, sur les défaillances d'entreprise, évidemment cela veut dire derrière une nécessité pour le service public de l'emploi d'accompagner ces éventuelles défaillances d'entreprise, comme on le fait aujourd'hui, mais elles ne sont pas encore et je l'espère pas du tout, massive. Et puis, les éléments qu'a présenté Eric Heyer sur les difficultés de recrutement sont effectivement corroborés par les études que Pôle emploi peut faire. On publie chaque année une enquête qui s'appelle Besoins en main-d'œuvre. On a interrogé 424 000 entreprises de toute taille, de tout secteur, sur la manière dont ils ressentent la situation sur le marché du travail. Et autant elles sont à peu près un tiers, ces entreprises, à avoir eu un projet de recrutement en 2023. La dernière étude date du mois d'avril. Autant elles sont plus de 60%, et c'est un niveau jamais atteint historiquement, à anticiper des grosses difficultés de recrutement. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'elles sont désormais plus de 70% à avoir pris conscience de ces difficultés de recrutement. Évidemment, elles le vivent au quotidien, mais du fait qu'il faut bouger face à ces difficultés de recrutement. Et donc elles sont 78% à dire « moi je suis prêt à former des candidats, à utiliser les produits de formation mis à ma disposition pour trouver les bons candidats ». Et elles sont plus de 60% à dire « je suis prêt à m'ouvrir à d'autres profils, à faire confiance à d'autres types de candidats pour être mon salarié demain, des profils que je n'ai pas nécessairement l'habitude de recruter ». Et c'est précisément le rôle de Pôle emploi, et c'est pour ça qu'on existe et c'est pour ça qu'on peut être utile, de permettre à ces entreprises d'élargir leur sourcing, d'élargir leur recrutement en leur proposant des candidats dont elles ont moins l'habitude que ce qu'elles font en général en termes de recrutement. À titre personnel, je pense que c'est une très bonne chose si cette crise nous permet effectivement de sortir un peu des canevas qu'on a pu avoir jusqu'à présent, peut-être en France, en termes de formation. Oui, Bertrand Martineau, alors sans rentrer peut-être tout de suite dans la valeur travail, mais juste sur le point de conjoncture. Oui, quelques remarques. Le diagnostic macro est difficilement contestable. C'est l'évolution de la productivité. Donc, il y a une histoire relativement optimiste qui est un peu celle d'Eric quand même. Enfin, c'est que c'est du conjoncturel. C'est-à-dire que la productivité va redémarrer. Je rappelle que la productivité, c'est l'avenir de notre pouvoir d'achat, c'est l'avenir de notre puissance économique. Donc c'est quand même le sujet central. Donc c'est une hypothèse qui se défend, qui est optimiste évidemment. Donc tout ça est conjoncturel. Il y a une hypothèse plus défavorable où c'est un affaiblissement durable de la productivité. Je m'abstiendrais bien de trancher entre les deux, mais si c'était le cas, alors là, ce serait vraiment très, très embêtant. Hein, voilà. Non pas pour l'emploi à court terme, parce que pour l'emploi à court terme, paradoxalement, il vaut mieux que la productivité s'affaiblisse. Mais pour l'avenir du pays, évidemment, il faut de la productivité. Donc c'est un sujet central, et je pense que quand on parlera de politique industrielle, d'innovation, de formation, d'éducation, etc., qui seront sans doute les sujets centraux des prochaines années, enfin, ils le sont déjà, je crois que ces graphiques le mettent bien en évidence. La deuxième remarque, il faut quand même bien insister sur le fait que dans tous les pays développés, on a un taux de chômage historiquement bas, et ça explique vraisemblablement le fait que les rapports sur le marché du travail, y compris, on va dire, les rapports de force, sont quand même inversés. Les négociations ne se font pas de la même manière quand le taux de chômage est à 10% et quand le taux de chômage est à 7%. Sachant qu'en France, malheureusement, on a quand même du mal à aller en dessous de 7, et on peut considérer qu'on ne doit pas être très, très, très éloigné du plein emploi, en fait. Alors, Pôle emploi va peut-être, et d'autres vont peut-être réussir à baisser encore un petit peu mais on a quelques bonnes raisons de penser que ça va quand même être un peu difficile d'aboutir au taux de chômage vraiment frictionnel, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui cumulent quand même des difficultés très très importantes sur le marché du travail. D'ailleurs, juste le plein emploi en France, c'est quoi? Je me garderais bien de le donner où finalement? Non, c'est vrai mais qu'on si aurait tendance à dire imagine... qu'on s'y rapproche, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, mais en fait, c'est intéressant, on n'est plus tout à fait dans le... Enfin si, on reste un peu dans le sujet. D'une certaine manière, on est encore éloigné du plein emploi, parce qu'un taux de chômage de 7%, on est bien un des seuls pays du monde à considérer que ce serait normal. On peut regarder le sujet d'une autre façon, et Eric l'a un petit peu indiqué. Le taux d'activité, le taux d'emploi dans ce pays, en particulier sur les tranches d'âge moyennes, c'est-à-dire si on retire les effets de bord,
le taux d'emploi des 60 ans, il dépend du système d'assurance chômage, de retraite. Donc on ne peut pas le comparer d'un pays à un autre en fait. Mais si on regarde les tranches d'âge, on va dire 25-54, la France est parmi les records du monde, enfin du pays de l'OCDE, en termes de taux d'emploi et taux d'activité. Donc si on ne regarde pas en termes de chômage, mais en termes de taux d'emploi, c'est-à-dire proportion d'emploi dans les personnes en âge de travailler, On est au taquet. on est, peut-être pas les premiers, on est parmi les très bons. Donc on peut aussi raconter d'une histoire comme quoi le potentiel de croissance d'emploi, il n'est pas infini non plus. Ouais. Voilà. Si on regarde le plein emploi comme la capacité de l'économie à continuer à augmenter son taux d'emploi, on peut le faire sur les seniors, il suffit de faire, enfin il suffit, c'est un sujet de réforme des retraites largement, mais sur les tranches d'âge moyennes, 25-55 on va dire, et bien en fait on est déjà d'un certain point de vue peut-être pas loin du plein emploi. Bon, le dernier point très rapidement, c'est que je partage assez bien ce que dit Eric. Il a une vision assez nuancée de l'évolution des rapports du français au travail. Et je crois qu'effectivement, dans ce domaine, il faut être extrêmement nuancé. Se garder de tout un tas de sondages dont la réponse en fait dépend évidemment de la façon dont est libellée la question. Et en fait, vous pouvez très bien avoir des sondages en disant que les Français se désengagent, ne travaillent plus, sont des feignants. Vous pouvez en trouver, ça peut se faire. Puis inversement, vous avez des sondages qui montrent qu'il n'y a strictement aucun problème. Le sujet est très nuancé. Alors sur la valeur travail, on va y revenir parce que vous avez produit une étude justement sur le rapport des Français au travail et qui est très intéressante et qui explique justement, enfin qui casse en brèche un peu quelques idées reçues qu'on peut avoir et puis qu'on a pas mal promues ces dernières années. Peut-être Richard Marchand et Vincent de Corbier, une réaction là aussi par rapport à ce que vous vivez dans vos entreprises en fait. Est-ce que vous constatez ça? Et puis aussi dans les perspectives finalement, est-ce que oui, il y a une crise aujourd'hui pour pouvoir arriver à recruter, mais est-ce que vous vous dites dans 6 mois, 1 an, en fait, ça va se résorber naturellement et puis finalement, il n'y a pas besoin de mettre en place des actions trop majeures, quoi. Richard. Très bel exposé, merci beaucoup Eric. Donc en fait, on vit exactement ce qu'on a vu dans les courbes en fait, des carnets de commandes extrêmement pleins, avec des problèmes d'approvisionnement. Donc aussi des problèmes de recrutement, donc qui nous ont impacté énormément. Donc on n'a pas pu livrer ce qu'on voulait livrer en temps et en heure. Donc on a une crise aussi de confiance par rapport à nos clients. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc c'est du chiffre d'affaires en moins, c'est aussi de la satisfaction dégradée. Donc on a mis en place un certain nombre de mesures, on y reviendra, pour pouvoir lutter contre ces problèmes de recrutement. Cependant, on vit depuis quand même plusieurs mois, cette fois-ci, le retournement. Donc on a trop recruté peut-être, mais cependant c'était un investissement, on l'a vu comme ça. Donc là, la vraie question maintenant, c'est de retrouver les gains de productivité. Et ça, par exemple, sur le fait d'avoir trop recruté, est-ce qu'effectivement, quand on regarde votre chiffre d'affaires et qu'on regarde le nombre de recrutements que vous avez fait en parallèle, il y a une décorrélation? Oui, alors on est aussi dans une situation assez particulière où on fait de la croissance externe. Donc pour faire cette croissance externe, on est obligé évidemment de l'accompagner avec des recrutements très spécifiques pour pouvoir évidemment intégrer, développer les sites qu'on peut acheter. Donc cependant, effectivement, il y a une décorrélation assez forte maintenant, c'est un peu le constat. Donc alors, ça résout le problème de la tension du recrutement, mais pour autant, il y a un autre sujet, c'est de garder les bons, en fait. Donc de pouvoir effectivement faire l'assessment des recrutements, et puis de faire en sorte, évidemment, de ne pas les voir partir. Donc, et je tiens à dire une chose, je pense que ça introduira peut-être bien le sujet ensuite. On a une responsabilité quant à la valeur travail. En fait, en tant que chef d'entreprise, vous avez parlé des managers. Je pense que s'il y a un désamour, je pense qu'une grande partie de la responsabilité, ça vient des chefs d'entreprise et des managers, effectivement. Alors, on y reviendra parce qu'effectivement, il y a des éléments là-dessus. Vincent de Corbier. Oui, je voulais dire, effectivement, moi aussi, je me suis totalement retrouvé dans la présentation faite. L'éclairage que je peux donner, c'est effectivement que ce n'est pas un sujet qui est franco-français. On a ce type de sujet de discussion et de problématiques sur la quasi-majorité de nos sites, à la fois en Europe et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. On a été confronté en termes d'emploi à 2 phénomènes. Le premier qui a été d'amortir le turnover qu'on a pu constater en interne avec des départs. Là aussi, on pourra parler des motivations de ces départs, mais effectivement, il y a eu une accélération post-Covid sur les départs. Et puis de l'autre côté, la nécessité de recruter par rapport à des projets de croissance, des recherches en termes de compétences. Et ces 2 éléments-là nous ont amenés à devoir revoir nos modes de recrutement, nos modes d'organisation, et donc ont amené
le groupe et les entreprises à s'interroger sur leur manière de retenir, d'attirer et puis de travailler leurs relations avec les collaborateurs de manière un petit peu différente, sachant que objectivement il n'y a pas d'outils sur l'étagère standard et qu'il faut faire preuve à la fois d'agilité et d'innovation. Est-ce que vous pensez qu'il y a une particularité aussi, parce qu'on n'a pas évoqué le secteur en particulier de la plasturgie, est-ce qu'il y a une tension particulière dans le secteur de la plasturgie selon vous? Moi je pense, il y a un vrai sujet d'attractivité de notre filière. Aujourd'hui, à mon sens, on n'est pas suffisamment attractif pour attirer de nouveaux collaborateurs, de nouvelles compétences au sein de notre filière. Et donc, on est à travailler un petit peu en vase clos, ce qui, à mon avis, peut nous poser des problématiques de rentabilité au niveau de nos entreprises, parce qu'au final, le marché de l'emploi restant en interne, on se pique les ressources entre nous. Et en l'occurrence, on réfléchit peut-être pas suffisamment de manière concertée sur notre capacité à promouvoir la filière. Et donc, effectivement, la filière plasturgie, à mon avis, a adressé le sujet de manière rapide, en lien avec ce qui est fait avec Polivia, avec les formations. Et puis, il y aura peut-être un petit focus qu'on abordera sur les types de formations sur lesquelles il faut miser, parce qu'aujourd'hui, on promeut beaucoup les formations de type Bac+5, mais on a une vraie carence de formation au niveau de nos formations de techniciens. Et la valorisation des métiers techniques est un vrai enjeu pour nous, au-delà, je dirais, du simple ou de la simple filière de la plasturgie. Richard Marchand, vous vouliez réagir? Oui, en fait, je tenais à dire qu'il y a beaucoup de contre-vérités concernant le plastique, qui fait qu'on a des candidats et des crises de conscience, en fait. Se dire, si je viens travailler pour faire du plastique, comment je vais être jugé par la société, comment je vais être redevable par rapport aux générations futures. Donc on essaie de déconstruire, parce que finalement, on le sait, donc le plastique a quand même beaucoup de qualités, et on essaie de mettre en avant ces qualités au regard d'autres matériaux qu'on utilise également. Donc aujourd'hui, en termes de bilan carbone, par exemple, le plastique a un meilleur bilan carbone que l'aluminium. Ouais, alors on en a parlé dans les conférences d'hier notamment, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont assez complexes et du coup on comprend aussi qu'on ait du mal du coup à avoir une vision claire et pour des jeunes en fait je pense qu'effectivement c'est compliqué. Bertrand Martineau, vous avez produit donc un rapport sur le rapport des Français au travail justement pour l'Institut Montaigne. Est-ce que vous pouvez nous donner du coup quelques éléments là-dessus, nous présenter les grands enseignements en fait de ce rapport? Oui, alors c'est une étude qui a été réalisée sur la base d'un très large échantillon et qui essaye d'avoir une profondeur historique aussi. C'est-à-dire qu'on a compilé des questions qui étaient posées régulièrement par des instituts de sondage en particulier depuis une vingtaine d'années. Et le premier enseignement, c'est que le positionnement général, l'appréciation des Français par rapport au travail, enfin des Français qui travaillent, on n'a pas interrogé les retraités, n'a pas énormément évolué depuis les 20 dernières années. Il n'y a pas un monde d'avant et un monde d'après. Et alors ce qui est très amusant, c'est que collectivement, on a l'impression qu'il y a un monde d'avant et un monde d'après. C'est-à-dire si vous posez la question dans les sondages, le monde est-il comme avant, vous avez une petite majorité de Français qui vous répondent « Ah non, tout a changé, on n'est plus dans le même monde ». Et quand vous interrogez les gens individuellement sur « Vous, là, votre travail, qu'est-ce qui a changé ?» Concrètement, non. Et alors je vais prendre quelques illustrations. La proportion de Français qui sont satisfaits de leur travail, 77%, c'est une constante depuis 20 ans. Voilà. Selon les sondages, c'est entre 75 et 80%. Est-ce que votre travail a du sens? 80%, oui. Même chose depuis 20 ans. Est-ce que vous vous sentez relativement autonome dans votre travail? Pareil, entre 78 et 79% depuis 20 ans. Donc je pourrais multiplier les exemples. Il n'y a pas de rupture fondamentale, en tout cas quand on regarde les chiffres de manière globale. Alors, je reprends la question du sens au travail. 80% pensent qu'il y a du sens ou assez satisfaisant ou satisfaisant. Alors on peut se dire que 20% de Français qui pensent que leur travail est à peu près absurde, c'est quand même un énorme sujet. Ça interpelle. En même temps, c'est 20%, c'est pas 80%. Alors, c'est vrai qu'au moment de la crise des retraites, est apparu quand même un discours comme quoi le travail était devenu absurde, que les gens ne supportaient plus d'aller au travail. Donc, première nuance à apporter, quand on interroge les gens individuellement, ils ne considèrent pas majoritairement que leur travail est insupportable, insoutenable, n'a pas de sens, etc. Mais si vous les interrogez collectivement, si vous posez la question sur le monde du travail en général, ils vont vous dire oui, c'est abominable, on est exploité, etc. Mais voilà, donc on revient sur un problème très français, et là il y a une vraie spécificité française, c'est ce que il y a un sociologue qui a écrit un livre là-dessus, c'est
bonheur individuel, malheur collectif. Voilà. Il y a une énorme différence en France entre la projection collective qui est terriblement pessimiste et le niveau du bonheur individuel ressenti qui est à peu près dans la moyenne des pays développés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très frappant. Donc c'est la première chose. Voilà. Le travail vu individuellement n'est pas ressenti comme une vallée de larmes. Bon. Ensuite, le deuxième grand enseignement, c'est que les irritants, c'est peut-être un mot un peu trop doux, enfin, les problèmes qui sont posés, en fait, sont également ceux des 20 dernières années. Et il y en a 3, c'est facile à retenir, de toute façon, c'est toujours les mêmes, quelles que soient les études, et là, l'étude que j'ai faite pour l'Institut Montaigne le redit, c'est la reconnaissance au travail, c'est l'insuffisance de perspectives d'évolution professionnelle, et puis, évidemment, la rémunération. Voilà. Donc c'est le cas aujourd'hui, particulièrement parce qu'on a un problème d'inflation, mais c'était déjà le cas il y a 20 ans, la rémunération. Alors tout ça n'est pas totalement absurde. Les salaires réels progressent très peu ces 20 dernières années, en lien avec l'affaiblissement de notre productivité, qui malheureusement est quand même tendancielle. Bon. Et donc ça se ressent, évidemment. La reconnaissance au travail, ça renvoie largement à des problèmes de management. Et là, on pourrait développer là-dessus, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites, y compris en comparaison internationale. Et l'absence de perspective professionnelle ou l'insuffisance de perspective professionnelle, ça renvoie à une formation initiale sans doute défectueuse, à une formation continue qui n'est pas à la hauteur, et des dispositifs d'orientation des salariés qui ne sont pas encore au niveau, et donc les gens sont perdus. Et donc on a une grande difficulté. Donc voilà, les sujets sont assez bien cernés finalement, ils ne sont pas particulièrement récents. Alors ils sont évidemment aiguisés par le fait, comme je disais, que dans une période où le taux de chômage est très bas, eh bien, les gens ils votent avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils changent d'entreprise. Ce n'est pas une grande démission au sens où ils ne quittent pas le marché du travail, ils vont juste travailler ailleurs. Voilà. Et donc il y a des secteurs qui souffrent plus ou moins. Et tout intervient, il y a des questions d'image, il y a des questions de conditions de travail, il y a des questions de télétravail aussi qui sont très importantes, c'est-à-dire que les gens ils vont vers des secteurs où il y a du télétravail. La flexibilité des horaires est une revendication très importante, ce qui d'ailleurs pose un problème au DRH de plus en plus parce que la demande est de plus en plus individualiste et les réponses que les entreprises souvent peuvent apporter est plutôt collective. Et quand je dis entreprise, c'est le corps social, c'est pas simplement le DRH et le patron, c'est aussi les organisations syndicales. Par définition, elles négocient collectivement. Or, on est dans un système de plus en plus individualiste, peut-être même consumériste, et en fait, les travailleurs français, ils sont de plus en plus à l'image des Français, travailleurs ou pas travailleurs, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement individualiste, et on est dans ce moment-là, en fait, probablement. Et donc, les entreprises doivent gérer ça, et c'est particulièrement compliqué dans certains cas de faire du collectif. Et la réponse générale, les réponses générales ne se suffisent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes une entreprise à mission, ce n'est pas parce que vous faites de la RSE que vous allez régler en fait ces difficultés qui sont des difficultés individuelles. Le seul collectif qui tient, d'après les enquêtes qu'on a, c'est le collectif local, c'est-à-dire mon équipe, mes conditions de travail locales, mon manager de proximité. Mais les salariés sont de plus en plus imperméables aux discours généraux sur les valeurs, le sens, etc. Le sens du travail pour une aide-soignante, c'est pas de sauver la planète, c'est d'avoir les moyens et l'environnement proche qui lui permet de faire ce pourquoi elle a été travaillée, c'est-à-dire soigner des gens et ne pas les maltraiter. Alors vous avez des situations où vous êtes en injonction contradictoire et ça rend fou. En fait, la question, c'est de se dire finalement, c'est pas le grand sens social ou sociétal qu'on voudrait donner à l'entreprise globalement qui va pousser les salariés à être plus efficaces ou plus intégrés ou avoir envie d'y être. C'est plus les moyens qu'on a dans notre équipe pour pouvoir réaliser la mission d'une manière qu'on estime correcte, en fait, qui va motiver les salariés. On a abouti, alors je suis obligé de dire des choses d'une très grande banalité, mais après tout, je regarde les chiffres encore une fois. Ce que réclament les personnes, c'est des choses extrêmement simples, c'est-à-dire d'être reconsidéré, reconnu, d'être payé correctement, d'avoir une autonomie, et donc il y a une aspiration qui est extraordinaire à l'entrepreneuriat et à l'autonomie. Et ça relève souvent un peu du fantasme, parce que les salariés souvent ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué d'être indépendant. Mais cette volonté extraordinaire d'être indépendant veut dire quelque chose.
veut dire quelque chose. Voilà. Donc vous avez tous ces éléments d'autonomie, de demande de flexibilité, de plus grande d'individualisation, de reconnaissance, d'avoir un travail pour lequel vous avez les ressources nécessaires pour le faire correctement, la satisfaction du produit qui a été fabriqué, la satisfaction du client. Quand vous êtes dans le commerce, la relation client est importante. Quand elle est dégradée, quand vous avez des incivilités, quand vous n'avez pas le temps, quand vous passez finalement votre temps à faire de la manutention plutôt que de discuter avec un client et vendre un produit, eh bien là vous avez une perte de sens au travail. Okay. Voilà, c'est ce genre de choses très concrètes qu'il faut régler et ça se règle au niveau local en fait. Alors j'ai très envie de faire réagir du coup Eric Heyer, mais aussi Paul Bazin à ce qui vient d'être dit, parce que je pense que effectivement aussi dans la manière dont on aborde les candidats, etc., ça peut être intéressant de voir. Peut-être Eric Heyer en premier. Alors, il y a plein de choses qui ont été dites et que je partage, donc je vais aller là où je suis, je vais peut-être mettre des petites nuances. Moi, par rapport à ce qu'a dit Bertrand, je pense qu'il ne faut pas utiliser le terme indépendant et autonome de la même manière. Vous voyez, il y a indépendant et autonomie, c'est différent. C'est-à-dire que ce que réclament, d'après les enquêtes, les jeunes aujourd'hui, c'est de l'autonomie, pas de l'indépendance. L'indépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir quelque part de l'entreprise et être indépendant. Ce que réclame aujourd'hui la volonté des jeunes, c'est ne pas être indépendant. Ils veulent bien être dans une structure, mais être autonome au sein de la structure. Ça, c'est quand même une grosse nuance. Qu'est-ce que ça veut dire être autonome? Ça veut dire je veux bien rendre des comptes à un supérieur, mais laisse-moi faire exactement comme je le souhaite, d'un point de vue géographique ou d'un point de vue des horaires, mais je vais te rendre le travail pour lequel tu es en train de me payer. Donc attention, c'est l'autonomie que souhaite et pas forcément l'indépendance. Ça, c'est une nouveauté. D'ailleurs, on voit, on nous a depuis des années dit c'est la fin du salariat. En fait, la fin du salariat, on ne la voit pas. Les personnes sont encore, et les jeunes générations, assez heureuses d'être au sein de structures. C'est l'autonomie, ce qui rend difficile aujourd'hui le management de ces jeunes, parce que les horaires de travail doivent être un peu souples, même le lieu de travail doit être souple. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il me semble qu'il faut distinguer les qualifiés et les non qualifiés. Ce n'est pas du tout la même histoire. Et quand on parle de sens au travail, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Et à cette idée, alors je reviens un tout petit peu sur est-ce qu'on est au plein emploi, pas au plein emploi. Oui, typiquement, le plein emploi, il n'y a pas de définition à chercher. Il y en a une, c'est 5% de taux de chômage. Tant qu'on n'est pas en dessous de 5, on n'est pas au plein emploi. Sauf qu'il y a un autre taux de chômage qui apparaît, c'est ce qu'on appelle le chômage structurel. Ça veut dire quoi? C'est compte tenu de la structure de notre économie, du temps de travail, du coût du travail, de tout ce que vous voulez, d'accord? Est-ce qu'on peut descendre en dessous? Ouais, et là, c'est là où on se dit, est-ce qu'à 7%, on ne serait pas à ce chômage structurel? Ça veut dire que si on veut descendre en dessous, on peut le faire, mais c'est par des réformes structurelles. D'accord? Mais le plein emploi, c'est 5%, c'est en dessous de 5%. D'accord? Et à cette question, est-ce qu'on y serait, et le rapport de force dont a parlé Bertrand, on peut quand même se questionner sur ce rapport de force. Effectivement, il y a des difficultés de recrutement qui sont gigantesques, d'accord? Normalement, quand vous avez des difficultés de recrutement gigantesques et un rapport de force en faveur du salarié, vous devez avoir des salaires réels positifs. On devrait avoir des salaires au-dessus de l'inflation. Or, les salaires depuis 2 ans et demi sont en dessous de l'inflation. Donc c'est drôle de façon, là aussi il y a une sorte de petite complexité. Comment se fait-il avec ce rapport de force que les salariés n'arrivent même pas à avoir le niveau d'inflation? C'est sans doute qu'il n'y a pas un marché du travail, mais des marchés. Et donc il y a des salariés qui arrivent sans aucun problème à aller négocier avec son patron et d'autres qui ont beaucoup de mal. Et donc vous voyez, dans tout cela, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'aujourd'hui, tout de même, il y a l'autonomie avec le télétravail, mais oui, le télétravail, c'est 25% des emplois qui sont télétravaillables. Et donc, vous avez des salariés qui sont plutôt qualifiés, qui ont même de l'apprentissage. Maintenant, vous voyez, le bon de l'apprentissage, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais ce bon de 300 à 900 000, c'est uniquement des jeunes qui ont un bac+3, bac+4, bac+5. Donc maintenant, ceux qui sont très qualifiés ont même accès à l'apprentissage, ont accès au télétravail, négocient leur salaire, et donc ont des salaires qui sont au-dessus, leurs conditions de travail. Tiens, je viens travailler 1 jour sur 2, je commence tôt, je commence tard. Donc eux arrivent à leur autonomie, arrivent à leur négociation salariale, leur rapport de force est bien en leur faveur. Et puis vous avez l'autre partie, c'est exactement l'inverse. Et vous voyez d'ailleurs, je reviens sur la première partie,
la grande démission chez nous, elle n'existe pas. Par contre, il y a une grande rotation. C'est-à-dire que la grande rotation, c'est des jeunes qui sont embauchés et qui, au bout de 3 mois, disent en fait, ce métier ne me plaît pas, votre entreprise, elle n'est pas assez bien pour moi, j'ai aucun problème, je démissionne et je vais voir ailleurs. Je ne passe même pas par Pôle emploi ou par l'UNEDIC. Je trouve tout de suite. Donc, vous voyez, il y a vraiment un rapport de force très élevé d'un côté et de l'autre, rien pour les personnes. Vous voyez, on a applaudi pendant la crise sanitaire tous ces salariés de première ligne ou de deuxième ligne, mais pour eux, pas de télétravail, pas de rémunération supplémentaire, pas de hausse de salaire réel, pas d'autonomie au travail. Vous voyez, il y a peut-être aussi, là, pas d'apprentissage supplémentaire, et donc, du coup, peut-être bien distinguer ces deux mondes-là pour comprendre cette complexité, et là, pour eux, peut-être que la perte de sens est là, comme nous le révèlent les enquêtes que je vous ai montrées, mais ne peuvent pas démissionner parce que globalement c'est assez compliqué, donc ne s'épanouissent pas au travail, mais sont bien obligés de travailler. Donc je pense que vraiment la distinction qualifiée-non qualifiée est extrêmement importante. Paul Bazin, peut-être sur le rapport de force du coup. Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis physiquement au milieu des deux, mais je vais vous êtes l'homme de la confirmer et synthétiser. D'abord sur ce qu'évoque l'étude de Bertrand Martineau, au fond c'est effectivement quelque chose qu'on constate, c'est le bas de la pyramide, le minimum du minimum quand on veut attirer des gens. C'est des questions toutes simples et qui n'ont pas changé autour du salaire, de la reconnaissance au travail et des parcours. Une anecdote là-dessus, parmi les éléments de l'offre de service de Pôle emploi, on fait de plus en plus d'ateliers de détection de potentiel. C'est-à-dire on va chercher des candidats dans les différents profils qui sont inscrits chez nous, qui n'ont pas vraiment exprimé d'appétence pour travailler dans un secteur particulier ou sur un métier particulier, mais dont on pense qu'ils ont les aptitudes pour le faire. Et grâce à une méthode qui est proche de la méthode de recrutement par simulation, on leur fait faire des exercices. Et on détecte des habiletés, on leur dit ces habiletés, elles sont valorisées, par exemple dans les métiers de la plasturgie, vous devriez vous intéresser à ces offres d'emploi. J'ai vu 2 de ces sessions à quelques mois d'intervalle. L'une de ces sessions, c'était Pôle emploi qui l'organisait, le conseiller Pôle emploi a présenté le métier, les éléments de salaire, ça tout de suite les gens s'intéressent effectivement en premier lieu à ces questions, et puis le contenu du métier, comme pouvait le présenter, compte tenu de son expérience, le conseiller qui a fait des recrutements dans ce secteur. Résultat, quelques recrutements, mais un peu en dessous de l'investissement qu'on y avait consacré. Deuxième exemple, à Lyon, même chose, atelier de détection de potentiel, quelques mois plus tard, et là cette fois-ci, il y a un employeur dans la session qui vient présenter son entreprise. Bon, les personnes écoutent d'un air poli, parle des salaires, là, on commence à s'intéresser, et là, il se passe quelque chose, alors c'était pas dans le secteur de la plasturgie, c'était dans le secteur de l'aide à la personne. L'employeur dit, et puis alors moi, chez moi, vous pouvez commencer comme aide ménagère, et puis ensuite, vous pouvez, moyennant une formation interne, devenir auxiliaire de vie, et puis ensuite, vous pouvez être chef d'équipe, etc. Et là, les yeux commencent à s'ouvrir. Alors, vous devrez faire le transfert avec les métiers de la plasturgie, parce qu'évidemment, ce n'est pas les mêmes, mais les yeux commencent à s'ouvrir, à se dire, j'ai des perspectives, j'ai un parcours qui se dessine devant moi, et là, ça commence à m'intéresser. Donc, 2 facteurs qui étaient intéressants, la présence d'une entreprise aux côtés de Pôle emploi pour pouvoir parler plus concrètement, évidemment qu'un conseiller Pôle emploi, du métier en question, et puis le fait de dessiner des parcours au sein de l'entreprise. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Éric hier, on a lancé à l'initiative du gouvernement, avec les missions locales, il y a un peu plus d'1 an, un programme qui s'appelle le contrat d'engagement jeune. C'est pour des jeunes qui sont plus éloignés de l'emploi, qui sont ressortis de la crise assez cassés psychologiquement, enfin, c'est ce qu'on constate assez fortement, et un peu perdus à l'entrée sur le marché du travail. Et il s'agit de les accompagner de manière extrêmement intensive, comme on n'a jamais accompagné de manière intensive des jeunes, 15 à 20 heures d'accompagnement par semaine, c'est énorme, on n'a jamais fait ça. Pour pouvoir les intégrer au bout de 6-9 mois sur le marché du travail. Et ce qu'on constate, effectivement, c'est que le dogme de « ils veulent tous être indépendants, ils veulent tous créer leur structure », chez des jeunes qui sont plutôt peu diplômés, en fait, c'est pas vrai. C'est plus complexe que ça. Effectivement, il y a un besoin d'autonomie, et puis il y a effectivement une difficulté à se fixer sur un emploi avec la crainte au fond, mais je le dis comme on l'entend, j'ai pas envie d'être auxiliaire de vie toute ma vie, j'ai pas envie d'être cuisinier toute ma vie, j'ai pas envie d'être... Et donc une incapacité à se projeter dans des parcours
professionnels qui les bloquent à l'entrée sur le marché du travail. Donc plus les entreprises sont en capacité de dire mais tu ne feras pas tu feras ce boulot-là pendant 3 ans, mais ensuite tu pourras faire, et c'est pas toujours facile pour des petites entreprises évidemment, les plus grosses ont cette possibilité-là, mais plus ça favorise les recrutements et singulièrement chez les jeunes générations. Alors on reviendra justement sur la question générationnelle pour voir si vraiment il y a une différence, il y a une évolution en fait qui se fait. La question que j'avais envie de poser du coup à Richard Marchand et à Vincent Decorbier, c'est finalement tout le travail qui est fait autour de la raison d'être, autour des entreprises à mission, etc. Est-ce que ça a vraiment un effet sur la satisfaction des salariés? Et finalement, on a envie de dire, rien de nouveau sous le soleil, c'est le package traditionnel qui fait qu'on arrive à embaucher, quoi. Alors, je suis assez d'accord sur le fait que ça ne sert pas véritablement à attirer et à fidéliser. C'est-à-dire que c'est un peu le minimum que l'entreprise doit aujourd'hui, en tout cas, exprimer, c'est son engagement RSE. Mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. Donc, oui, je suis d'accord qu'effectivement, on doit pouvoir faire du sur-mesure pour chaque salarié. Je disais tout à l'heure qu'on a des responsabilités en tant que chef d'entreprise ou en tant que manager. On nous a appris à l'école des méthodes de management en disant, voilà, il faut la pyramide de Maslow, tout ça, considérant que tout le monde pouvait être mis dans des cases. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Et véritablement, et ça on l'a mis en place au sein d'Atlantem, c'est un baromètre social qu'on peut ensuite dépouiller par grandes catégories, les ouvriers spécialisés, les cadres, etc., pour faire du sur-mesure en fonction de ce qui est remonté dans ces enquêtes de satisfaction. Et ça, c'est un peu nouveau pour les managers, parce que d'un seul coup, les recettes de cuisine, ça ne s'applique plus. C'est véritablement de trouver le sur-mesure qui va permettre de fidéliser, d'attirer et de motiver. Donc on est vraiment dans un changement un peu de paradigme sur cette dimension, je dirais, de motivation de façon générale. Alors j'aurais tendance à dire aussi qu'on a un vrai sujet effectivement d'ouvrir nos chakras. C'est-à-dire que parfois on se bloque en disant voilà, on veut tel type de profil et pas autre chose pour aller cocher une case d'un poste ouvert. Et ça, j'aime bien la dimension que Pôle emploi peut apporter, c'est de se dire à un moment donné, non, ce qu'on cherche, c'est plutôt un savoir-être, savoir aussi finalement le geste qui va être celui qu'on va pouvoir réutiliser dans nos entreprises, parce que c'est finalement le même geste. Ça peut être, je sais pas, en cuisine, un geste particulier qui peut être reproduit d'une façon ou d'une autre dans nos usines. Et donc ça, c'est aussi véritablement de notre responsabilité que de se dire, non, on ne va pas avoir des menuisiers professionnels pour faire nos fenêtres, mais on va peut-être avoir des gens qui seront surtout motivés à les faire, ce qui est pour moi fondamental. Vincent. Alors moi, je suis un peu moins définitif sur la notion de sens. Moi, je suis assez convaincu que c'est nécessaire. Et c'est assez nécessaire parce que si on veut embarquer le middle management, il faut qu'il y ait une bonne appréciation de quel est le sens et la mission que l'entreprise se donne. Et il ne faut pas que ce soit un travail fait au niveau d'un COMEX et déployé de manière top-down sans explication, mais il y a une réelle nécessité, à mon sens, d'embarquer le middle management parce que la clé du succès, c'est effectivement la capacité de ce middle management à arriver à embarquer les équipes derrière. Donc pour moi, ça a été un élément de réflexion au sein du groupe PVL et on a décidé de travailler effectivement sur nos missions, sur nos objectifs pour pouvoir derrière le déployer sur une notion de plan d'action et d'action pour les collaborateurs. C'est que chacun se retrouve contributif d'une démarche collective et à mon sens c'est vraiment extrêmement nécessaire comme je vous le disais au niveau du middle management. Le deuxième élément sur lequel je voulais rebondir c'est ce que disait Bertrand et je suis tout à fait d'accord et c'est je dirais toute la difficulté aujourd'hui pour les DRH, c'est gérer du collectif avec de plus en plus d'aspirations individuelles et on se doit d'avoir à la fois un cadre et de savoir le déformer et c'est vrai que l'évolution du marché de l'emploi et du rapport de force nous a amené à imaginer des choses qui nous paraissaient totalement impensables précédemment. Et on se retrouve à devoir déformer ce cadre, mettre en place des solutions individualisées tout en l'intégrant dans un collectif parce que l'objectif, c'est pas d'avoir des salariés de premier, deuxième ou troisième niveau. Et puis le troisième point sur lequel je souhaitais réagir et celui-là aussi, il est essentiel, et on l'a évoqué, c'est la capacité pour l'entreprise, pour le management, à pouvoir donner de la perspective aux collaborateurs. Effectivement, les parcours de carrière, faire que nos entreprises soient des ascenseurs ou des escaliers sociaux pour ceux qui pensent qu'effectivement, c'est important que ce soit un escalier parce que c'est le collaborateur qui progresse, mais c'est
essentiel effectivement de travailler sur notre capacité à faire grandir nos collaborateurs, à la fois en termes de compétences, de parcours de carrière et de responsabilité. Et ça veut dire que derrière, on pourra jouer sur les éléments de rémunération. Il n'y a pas de reconnaissance de nos collaborateurs sans la connaissance de ceux-ci. Et donc, ça veut dire travailler au quotidien avec eux, les rencontrer, échanger, comprendre quelles sont leurs aspirations et donc derrière, lever les freins qui peuvent être au quotidien un élément les amenant à envisager de quitter l'entreprise. Bertrand Martineau, sur justement le soi-disant fossé générationnel, est-ce qu'il existe en fait dans les entreprises? On a beaucoup parlé des générations X, Z, maintenant Alpha. Voilà. Est-ce que ça a du sens en fait? Alors oui, il y a un fossé entre les générations, mais il a toujours existé. C'est-à-dire, alors malheureusement, on n'a pas de sondage de l'époque, mais j'imagine que à la fin des années 60, au début des années 70, quand vous aviez les chefs d'entreprise qui parfois avaient fait Verdun et qui ont vu débarquer les baby-boomers de l'époque avec des choses comme ça, et qui étaient le micro maoïstes, je pense, enfin bon, je n'étais pas né, mais enfin je pense que le choc des générations a dû être terrible à ce moment-là aussi. Voilà. Donc si on avait eu des sondages, je pense. Voilà. Donc oui, il y a un effet de génération, bien sûr. Il ne faut pas non plus exagérer les stéréotypes. Je prends des stéréotypes. Le numérique, les vieux seraient largués, enfin les vieux, voilà, et puis les jeunes seraient agiles. C'est plus compliqué que ça parce que les vieux en entreprise, on va dire les plus de 50 ans, ça fait quand même un certain nombre de temps que, enfin, c'est pas ma grand-mère de 95 ans quand même, c'est des gens qui sont habitués au numérique quand même, voilà. Et puis par ailleurs, il y a des jeunes qui sont très mauvais en numérique et en particulier en termes de formation initiale, les jeunes en France sont quand même pas très bien formés au numérique. Donc voilà, il y a des stéréotypes qu'il faudrait un petit peu balayer. Maintenant, sur les aspirations profondes, ce que révèlent les sondages, c'est pas une fracture, c'est plutôt disons que les jeunes comment dire, ont à peu près la même vision des choses, mais un peu plus radicale. Je pense en particulier dans les études, on voit donc une aspiration, ça ne vous étonnera pas, à la mobilité, donc il reste beaucoup moins. Les ruptures en période d'essai à l'initiative du salarié sont beaucoup plus fréquentes chez les jeunes que chez les moins jeunes. L'aspiration alors à l'autonomie en général, ou même à l'indépendance, même si ça reste minoritaire et que ça touche effectivement plutôt les qualifiés, il y a quand même une vraie aspiration à l'indépendance, et d'ailleurs elle est tellement forte que, j'insiste, à mon avis, elle est largement fantasmée. Mais elle veut dire quelque chose quand même. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une telle proportion de jeunes qui aimeraient faire la même activité professionnelle, mais sous statut d'indépendant, ça ne veut pas dire qu'ils vont franchir le pas. Ça veut dire que les managers de l'entreprise doivent réfléchir à ces conséquences. Voilà. Donc je ne parlerai pas de fracture générationnelle véritablement, sauf si c'est pour dire qu'il y a toujours une fracture générationnelle à mon avis, il ne faut pas la surestimer. En termes d'engagement, là aussi il faut se garder de stéréotypes entre des vieux qui seraient hyper engagés et des jeunes les jeunes sont sans doute moins, et ça devait être le cas dans les générations d'avant, les jeunes sont sans doute moins prêts à accepter des sacrifices pour le collectif et pour l'entreprise. Voilà. Donc ils sont prêts à s'engager énormément, au moins autant que les vieux, et sans doute plus dans certains cas, parce qu'ils ne sont pas blasés, etc. Mais à condition que l'environnement de travail leur corresponde, que leurs aspirations, voilà, je vais faire du tennis le mercredi après-midi, mais je suis prêt à travailler plus tard un autre jour. Voilà, c'est ce genre de petites choses qui doivent s'arranger et pour lesquelles les jeunes sont plus sensibles, sans doute, que les anciennes générations. Voilà. Donc il n'y a pas de sens du sacrifice, effectivement, il n'y a pas de volonté de s'engager, etc. Alors une certaine sensibilité sur les sujets RSE, plus prégnants chez les jeunes que chez les moins jeunes, qui dépendent aussi du secteur économique, qui dépend aussi, on a remarqué, du niveau de qualification. C'est-à-dire que je vois dans le secteur du commerce que je connais bien, où il y a quand même beaucoup de peu qualifiés ou de jeunes peu qualifiés, les questions liées à l'autonomie, à la rémunération évidemment, et aux perspectives de progression, d'ascension sociale, sont beaucoup plus importantes que les questions environnementales, sociétales, etc. Mais je ne dirais pas que c'est pareil dans d'autres secteurs et à des niveaux de qualification beaucoup plus élevés, où il y a déjà cette reconnaissance, cette possibilité, etc. On est toujours dans la pyramide de Maslow d'une certaine manière, finalement. Voilà. Alors, il faut qu'on avance parce qu'on est en train de prendre un peu de retard sur la table ronde. Paul Bazin, juste, Pôle emploi, c'est le trait d'union entre le marché du travail et les entreprises. On l'a vu, le marché du travail s'est un peu retourné ces dernières années. Comment est-ce que vous vous êtes adapté à cette nouvelle donne? Est-ce qu'il y avait une nouvelle approche, une nouvelle pratique autour de ça?
On s'est adapté de différentes manières pour favoriser, accélérer la rencontre entre les entreprises et les candidats. D'abord, ça a été beaucoup évoqué, l'idée c'est d'accompagner les candidats comme les entreprises à passer d'une logique de diplôme, une logique d'expérience professionnelle à une logique de compétences. C'est ce qu'on a appelé l'approche compétences, qui maintenant est de plus en plus ancrée chez les différents acteurs du marché du travail. Il faut que j'élargisse mon recrutement à des profils qui n'ont pas forcément le même parcours universitaire que moi, toute l'expérience que je souhaiterais, mais qui peuvent avoir les bons gestes, comme vous l'évoquiez, les bons savoir-être, et puis je me charge de le former pour le reste. Ensuite, l'idée, c'est d'essayer de réduire au maximum le temps entre le fait d'avoir exprimé un besoin de recrutement et le fait de pouvoir le pourvoir. Et pour ça, il y a différentes manières de le faire. D'abord, lorsqu'une entreprise confie une offre à Pôle emploi et qu'elle a rédigé son offre sur pôle emploi.fr, elle a accès grâce à du traitement big data et à un moteur d'intelligence artificielle, à des informations sur son offre. Est-ce que mon offre est bien positionnée en termes de salaire par rapport à mon marché du travail local, mes concurrents sur le marché local, etc. En termes de salaire, en termes d'heures de travail, en termes de conditions de travail de plus en plus. Et donc ça, c'est des informations qui sont intéressantes pour l'entreprise parce qu'elle peut du coup se dire comment je me positionne, est-ce que j'ai pas intérêt à changer les critères de mon offre. Et derrière, le conseiller Pôle emploi a des alertes, là aussi basées sur de l'intelligence artificielle, pour pouvoir contacter l'entreprise et lui dire l'offre que vous avez déposée, je pense qu'il y a un risque que vous ayez du mal à la pourvoir et je vous propose de travailler ensemble pour atténuer ce risque-là. Et puis l'idée, c'est aussi d'avoir des cordes de rappel. Au bout de 30 jours, quand vous avez déposé une offre à Pôle emploi et que vous n'avez pas eu de candidat, pas suffisamment de candidatures, vous devez être rappelé par un conseiller Pôle emploi, c'est le cas dans 90% des cas, un conseiller Pôle emploi qui va vous dire, visiblement, il y a une difficulté de recrutement, comment est-ce que je peux vous accompagner pour la résoudre, pour la résorber? Et ça va être des questions effectivement peut-être de critères de l'offre, mais ça peut être aussi des questions de méthode de recrutement. Et c'est ça peut-être le point le plus important, c'est qu'on a des leviers qu'on peut proposer aux entreprises pour recruter autrement. Je parlais de la méthode de recrutement par simulation, je réplique des gestes avec des tests qui peuvent intéresser les entreprises. Je pense à l'immersion professionnelle aussi beaucoup, c'est un élément clé. Quand vous accueillez dans votre entreprise, gratuitement, naturellement, pendant un jour, une semaine, un mois, un candidat, derrière, c'est 70% de recrutement.